Plus généralement, dans le cas où notre EDP est à plus de deux variables, on peut utiliser un autre processus pour transformer cette EDP sous une forme canonique. La forme générale d'une EDP d'ordre 2 linéaire à plus de deux variables est sous cette forme, où les différents coefficients dépendent seulement des variables indépendantes, et on suppose également que la solution cherchée possède des dérivées partielles d'ordre 1 et d'ordre 2 par rapport aux variables mixtes continues sur le domaine de définition de cette EDP. Et donc la classification de cette EDP se ramène à l'étude des valeurs propres de cette matrice symétrique et qui prennent plusieurs formes, notamment pour le premier cas où l'EDP est dite hyperbolique, si l'une des valeurs propres est soit positive, soit négative, pendant que les autres valeurs propres sont du signe opposé. Le deuxième cas parabolique, si l'une des valeurs propres est nulle. Le troisième cas elliptique, si toutes les valeurs propres de notre matrice sont soit positives, soit négatives. Un deuxième cas peut se présenter d'une EDP ultra-hyperbolique, si au plus, deux valeurs propres sont d'un signe et toutes les autres valeurs propres sont du signe opposé. Dans cette section, on va décrire la méthode des caractéristiques pour les EDP du deuxième ordre linéaire ou bien quasi-linéaire. Alors, si jamais la fonction qu'on cherche u est connue le long de la courbe gamma ainsi que sa dérivée normale, on peut bien déterminer la solution au voisinage de la courbe et puis on peut répéter la procédure en partant de la courbe voisine et ainsi de suite jusqu'à l'obtention de la solution uxy dans tout le domaine. Alors comme j'ai dit, puisque notre fonction u est connue sur la courbe gamma, ces variations par rapport à S sont aussi connues, ainsi que ces variations par rapport à X et par rapport à Y le long de la courbe gamma. Ce qui permet d'écrire ces deux équations et en utilisant le système de départ, on peut écrire le système suivant. Tant que le déterminant de cette matrice est non nul, on peut résoudre ce système et obtenir ces quantités-là qui représentent les dérivées d'ordre 2 de U par rapport aux différentes variables le long de la courbe gamma. Ce qui permet de déterminer la solution U ainsi que l'expression de ces variations dans un voisinage de la courbe gamma en utilisant ces relations différentielles, et ainsi de suite jusqu'à la couverture de tout le domaine. C'est ce qu'on appelle un problème de Cauchy bien posé. Bien sûr, tout ça est basé sur le fait que le déterminant de cette matrice est non nul, et donc le problème est bien posé si la courbe gamma est telle que le déterminant ne s'annule en aucun de ces points. Par la suite, on considère un problème bien posé, mais cette fois-ci, on considère les directions dx dy qui ne sont pas parallèles à la courbe gamma. Pour cela, on va considérer le système des variations de u par rapport aux variables indépendantes x et y, et en utilisant l'équation de départ, on obtient le système suivant. Alors, puisqu'on a supposé que le problème est bien posé, on peut trouver deux directions dx dy sur la courbe gamma, telles que ce déterminant est nul, ce qui donne lieu à deux équations dont les racines représentent les directions caractéristiques. En fait, on doit résoudre une seule équation suivant que A ou C est non nul. Et notre système, il reste encore soluble si jamais on remplace cette colonne au milieu par la colonne à droite. On aura toujours le déterminant de cette matrice est nul, ce qui est équivalent à cette équation, qui constitue les équations différentielles ordinaires à partir desquelles on peut déterminer les variations de U par rapport aux variables indépendantes le long des caractéristiques. Et puis on peut développer une méthode des caractéristiques pour construire la solution en dehors de la courbe gamma. Et dans le cas d'une EDP hyperbolique, cette équation possède deux racines réelles différentes qui constituent deux directions caractéristiques suivant lesquelles les relations de compatibilité s'écrivent sous cette forme. C'est-à-dire qu'en partant de deux points P1 et P2, on peut intégrer ces relations et obtenir les variations de U par rapport aux variables indépendantes au point P3. Et la valeur de U en P3 peut être obtenue à partir de cette relation.
Pour illustrer cette notion de méthode des courbes caractéristiques pour les EDP d'ordre 2, on considère ici un exemple de l'équation d'onde unidimensionnelle à condition initiale. On suppose que le coefficient de propagation d'onde est constant. On vérifie bien qu'il s'agit d'une EDP hyperbolique et les directions caractéristiques sont obtenues à partir de la résolution de cette équation caractéristique associée qui possède deux racines réelles différentes et qui prennent la forme de droite. Et on va considérer un problème aux conditions initiales et une courbe des valeurs initiales gamma pour laquelle chaque caractéristique qui émane d'un point S de cette courbe prend la forme d'une droite. Le problème est donc bien posé puisque la courbe de la donnée initiale est non parallèle au réseau des caractéristiques. La relation caractéristique qui détermine les variations de U est obtenue à partir de l'annulation de ce déterminant pour avoir cette relation différentielle de compatibilité et qu'on peut encore écrire sous la forme d'une différentielle exacte où on peut observer que ces deux quantités sont conservées le long des caractéristiques associées. C'est ce qu'on appelle les invariants de Riemann. C'est-à-dire que la valeur de ces invariants en P1 et P2 sont égales à leur valeur en P3. Et ensuite, on obtient les variations de U par rapport aux différentes variables X et T au point P3 en utilisant ces relations. Une autre façon pour résoudre la même équation d'onde consiste à la factoriser sous cette forme, comme on l'a vu dans le premier chapitre, puis on considère ce changement de coordonnées xi et eta pour déterminer cette forme canonique de notre EDP. C'est une équation facile à résoudre puisque la solution s'écrit sous cette forme pour n'importe quelle fonction f1, f2 à variable indépendante. Et puis en utilisant la variation de U par rapport à t et les conditions initiales, on peut exprimer la solution finale en fonction de x et de t. Cette solution est illustrée sur cette figure où on considère ces conditions initiales et puis on obtient la solution associée. On peut remarquer que la fonction se déplace vers la droite à vitesse c et l'autre moitié se déplace vers la gauche à vitesse moins c. Considérons ensuite un autre exemple pour un problème périodique avec cette condition initiale qui détermine la forme de la solution associée. Et la même chose, on peut bien remarquer que la solution est telle que la moitié de la fonction se déplace vers la droite à vitesse c, pendant que l'autre moitié se déplace vers la gauche à vitesse moins c. En fait, ce qui se passe réellement, c'est que cette condition initiale ne se déplace pas, mais son amplitude fluctue selon cette quantité. C'est ce qu'on appelle une onde stationnaire, pour lesquelles les nœuds de l'onde restent aussi stationnaires. On peut imaginer par exemple une corde de guitare qui vibre et qui est attachée aux deux bouts. Passons maintenant à étudier le cas parabolique à travers cette équation de diffusion, où le coefficient de diffusivité dépend en plus de x, t et u. On vérifie bien qu'il s'agit d'une EDP parabolique et dont l'équation des caractéristiques possède deux racines réelles mais non distinctes. Dans ce cas, les caractéristiques sont dites dégénérées puisqu'elles sont parallèles à l'axe des x, comme on peut le voir sur cette figure. On ne peut pas utiliser ces directions et par conséquent, il n'y a pas de méthode de caractéristiques pour ce cas parabolique. Mais ce qu'on peut remarquer à propos de cette équation de diffusion est qu'on a toujours une conservation de la quantité globale de la solution cherchée et que son énergie diminue. Pour observer ces propriétés, on considère un problème non borné avec une condition initiale gaussienne. Et en utilisant la méthode de séparation des variables, on obtient cette solution qui diffuse au cours du temps, mais qui conserve son intégrale. Passons maintenant au dernier exemple de cette section, où on va étudier cette équation de Laplace linéaire d'ordre 2 homogène, et qu'on peut considérer sous cette forme plus générale, où les coefficients a et c sont de même signe. C'est-à-dire que l'équation des caractéristiques possède des racines qui sont imaginaires, qu'on ne peut pas utiliser, et par conséquent, il n'y a pas de caractéristiques pour cet exemple de dp elliptique. Dans cette section, on va parler de l'équivalence entre les EDP du deuxième ordre et un système d'EDP du premier ordre. On considère ici une EDP quasi linéaire d'ordre 2, et puis on définit ces deux fonctions.
pour construire ensuite un système d'EDP du premier ordre, où la deuxième équation est justifiée par la continuité des dérivées secondes de phi par rapport aux variables mixtes. Ou encore, on peut former le système sous cette forme, dont l'annulation du déterminant de cette matrice permet de déterminer les directions caractéristiques associées à cette équation et dont le type de racine dépend du signe de b carré moins 4ac comme on l'a déjà étudié. Par exemple, pour l'équation d'onde unidimensionnelle à coefficient constant, on considère ces deux nouvelles fonctions, u et v, pour former un système d'EDP du premier ordre qui est équivalent à cette écriture matricielle. Maintenant, il suffit de chercher les valeurs propres de cette matrice à travers la détermination des racines de ce déterminant qui possède deux racines différentes et qui constituent les directions caractéristiques. Comme deuxième exemple, on considère l'équation de Laplace. On commence toujours par considérer deux nouvelles fonctions u et v. On forme ensuite un système d'EDP d'ordre 1 qu'on peut écrire sous forme matricielle. Ensuite, il suffit de chercher les valeurs propres de cette matrice qui ne sont autres que les racines de ce déterminant qui possède cette fois-ci deux racines imaginaires qu'on ne peut pas utiliser. Donc, il n'y a pas de direction caractéristique pour cette équation de Laplace. Dans la dernière section de ce chapitre, on va voir deux exemples d'EDP de type mixte, en commençant par l'équation de transport avec diffusion, qui est de type hyperbolique-parabolique, puisque sa composante de transport lui associe un caractère hyperbolique, tandis que la composante de diffusion lui confère un caractère parabolique. Et c'est une équation qu'on ne peut pas résoudre par la méthode des caractéristiques, puisqu'elle possède aussi un caractère parabolique. Ensuite, on considère un exemple d'équation de Burgers, toujours avec diffusion, qui est également de type mixte. Ce qu'on peut remarquer pour ces deux équations est que le coefficient de diffusivité garantit la continuité de la fonction lorsqu'elle est non nulle. La deuxième remarque concerne ces problèmes en domaine non borné ou bien périodique, où on peut observer une conservation de la quantité globale. Et puis on peut montrer qu'on a conservation de l'énergie de la solution pour les deux problèmes. Et finalement, on considère l'équation des télégraphistes, où la solution qu'on cherche représente le chute de potentiel V pour la transmission de signaux électriques sur un long câble. Et le coefficient R qui figure dans cette EDP représente la résistance, le coefficient L représente l'inductance, le G représente la conductance parallèle, et puis le C représente la capacité. Tous ces coefficients sont par unité de longueur. Il s'agit encore d'une EDP de type mixte, hyperbolique-parabolique, et donc il n'y a pas de méthode caractéristique pour la résoudre. Voilà, c'est tout ce qui concerne ce chapitre concernant l'étude des EDP du deuxième ordre.